Procedo est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour, bienvenue dans Parcours. Vous en avez l'habitude maintenant. On fait un bout de chemin ensemble avec les plus grands directeurs sécurité de l'Hexagone. Ils viennent révéler leurs différentes missions, témoigner de leurs expériences. Dans ce numéro, j'ai le plaisir de recevoir le responsable sécurité des personnes et des biens du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Bonjour François-Xavier Raffen. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être présent sur le plateau de la News Sécurité. C'est toujours ma traditionnelle question de début. Vous êtes originaire de Paris ou de... Oui, j'habitais à Vincennes en fait. D'accord. Donc, je connais très bien Paris, mais bon, vous allez voir tout au long du parcours, je suis parti un peu en province découvrir un petit peu toutes les grandes villes. Alors comme vous me l'expliquiez en préparant cette émission, car bien évidemment on prépare les émissions, vous faites un parcours universitaire en alternance dans le domaine sécurité au travail et sûreté, ce qui n'était pas franchement très courant il y a 20 ans. Oui, en fait, très tôt, je voulais vraiment travailler dans la sécurité. Au départ, je voulais être pompier, et donc j'ai commencé à faire un DUT pour être pompier professionnel. D'accord. Et ensuite, après, j'ai voulu poursuivre mes études, ce qui n'était pas pour ma part une priorité. Ouais. Et j'ai vu qu'on pouvait faire en fait une licence, une maîtrise en alternance. Ça m'a vraiment plu, de pouvoir découvrir le monde du travail, faire les premières expériences avant de continuer encore après derrière vers un DESS. Alors vous avez fait un bac génie mécanique option productique, c'est quoi? Alors c'est un bac en fait qui vous prépare à être plutôt destinateur industriel ou à travailler sur des usines de production. Et en fait c'était pour ma part le bac qui me permettait d'aller vers un DUT hygiène sécurité environnement. Il y avait cette spécialité là où ils nous prenaient, si vous n'étiez pas un bac scientifique. D'accord. Ils prenaient ce bac là. Et donc ce DUT qui est prolongé ensuite par un DESS, ingénierie de la sécurité à l'université Paris. Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Donc finalement, vous saviez déjà exactement vers où vous souhaitiez vous orienter? Alors, m'orienter dans la sécurité, oui. Au départ, c'était les pompiers. Ouais. Ensuite, après mon DESS, je voulais passer les concours de commissaire de police. D'accord. Et en fait... Qu'est-ce qui vous a freiné? En fait, il n'y a rien qui m'a freiné, c'est juste que j'ai eu une occasion de pouvoir avoir un premier poste. Non, ça a été encore là-dessus. En fait, j'avais un premier poste qu'on m'a proposé, je suis parti dans le privé. Et en fait, généralement, quand on part dans le privé, on a du mal après à repartir sur des concours. Donc l'occasion, vous êtes jeté dessus de ce premier job? C'était assez intéressant. Et puis après, dans ma vie professionnelle, j'ai pu travailler avec les services de police et de secours. Donc, le continuum. Voilà. Alors, ce premier job, c'est en 2000, c'est ça? Responsable hygiène, sécurité, environnement chez Giro Logistique. Alors, pour info, Giro Logistique, c'est un service de logistique et de transport et surtout événementiel dans toute la France et à l'étranger. En fait, à l'époque, à l'époque, en fait, on avait effectivement, on stockait en fait tous les téléphones portables de France Télécom. On stockait tous ces téléphones portables et on les conditionnait. Et donc, on avait en fait des produits à forte valeur ajoutée. Il y a 20 ans, le téléphone était quand même très, très, très privilégié. Et donc, on avait beaucoup de personnes qui essayaient de nous dérober des téléphones dans ces fameuses usines. Donc, mon rôle, c'était de sécuriser, de mettre en place une sécurité. D'accord. Donc, c'est après qu'ils sont devenus dans l'événementiel. Oui, après, mais sur la base, c'était la protection de téléphone qui valait de l'or. Non seulement le téléphone en lui-même, mais la minute de téléphone à l'époque valait de l'or. On est d'accord. Il y avait aussi la gestion d'entrepôt. Oui. J'imagine. C'était pas simplement les... Il y avait de la logistique, il y avait la gestion de palettes, la sécurisation de cartes SIM. À l'époque, c'était encore très, très, très cher également. Et puis, des parties de conditionnement. Où vous aviez des personnes qui conditionnaient les téléphones portables pour les périodes des fêtes, par exemple. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, à cette époque-là, en termes de sécurité sur ces produits? En fait, on avait été confrontés à plusieurs vols, par des professionnels ou des non-professionnels. Et donc, on avait déjà doublé au niveau de l'entrepôt, on avait mis 2 centrales d'alarme en fait qui protégeaient une zone et une zone, ça nous a fait, c'était plutôt positif puisque les malfaiteurs nous ont attaqués et ils avaient réussi à désarmer une centrale d'alarme, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une deuxième centrale d'alarme qui protégeait notre partie, la partie la plus sécurisée, et donc ils ont pu être appréhendés. On avait mis à l'époque aussi des protections avec des caméras vidéoprotection, donc c'était au début de la vidéoprotection, il y a 20 ans, c'était assez complexe de mettre en place de la vidéoprotection, c'est qu'on filmait quand même les collaborateurs, donc il a fallu faire accepter aussi toute cette partie-là. D'accord, c'était effectivement difficile, j'imagine, pour des collaborateurs d'accepter d'être 24 heures sur 24 filmés. En termes de technologie, peut-être aussi, ça balbutiait au niveau de l'image. On était vraiment au départ, oui, on était sur de l'analogique, on n'était pas sur de l'IP comme aujourd'hui, on ne pouvait pas forcément filmer des grandes distances, donc on filmait clairement, nous, des zones très 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 ciblées. Et ça, de pouvoir intégrer ces nouvelles technologies de l'époque
Au niveau de la direction, c'est passé assez facilement. En fait, on avait la chance d'avoir un client qui était France Télécom, qui voulait vraiment aussi mettre une grosse partie budgétaire sur la sécurisation du site. Il y avait vraiment des besoins. Et donc, on n'a pas eu de difficulté à l'époque pour mettre de la sécurité. C'est passé comme une lettre à la poste. C'était plus compliqué sur la partie gardiennage humain. Pourquoi ? C'était plus complexe parce que, entre guillemets, le gardiennage, on n'avait pas forcément fait d'appel d'offres à l'époque sur le gardiennage, on avait récupéré des entreprises existantes. Donc là, c'était un plus gros travail, un peu plus complexe à mettre en place. Parce que c'était un métier qui était difficile à intégrer. C'était un métier qui était difficile, les prix étaient très bas, voilà, donc on était plutôt à la politique de plutôt bas, voilà, et on avait des petits chiens juniors, donc les prix étaient plutôt bas, et donc c'était compliqué d'avoir de la qualité. Des chiots. Alors ça, c'est jusqu'en 2004, et ensuite, pendant 4 ans, jusqu'en 2008, vous travaillez comme coordinateur sécurité Île-de-France pour Adoma, qui est anciennement Sonacotra, une société d'économie mixte, filiale de la Caisse des dépôts, si je ne me trompe pas, qui a été créée en 1956 par les pouvoirs publics pour accueillir les travailleurs migrants. Donc on change complètement d'horizon. Est-ce que c'était une volonté de votre part d'arriver dans les foyers sociaux ? Oui, je voulais clairement changer de secteur d'activité. Je voulais être confronté aussi à toutes les problématiques sociétales qu'on pouvait rencontrer et qu'on peut imaginer dans ce type de foyer. Ça a été des grandes surprises, ça a été des grandes découvertes professionnelles. Ça m'a apporté, je pense, mes plus grandes expériences. C'est vrai. Alors j'imagine qu'il y a des moments aussi complexes, difficiles. On est parfois confronté à la misère, à la détresse dans ces foyers sociaux. Quelles expériences vous avez vécues qui vous ont profondément marqué ? En fait, on a eu un incendie, enfin plusieurs incendies, mais dont un incendie très important, notamment qui touchait des familles monoparentales, donc plutôt des femmes seules avec enfants. Donc de nuit, vous arrivez, vous êtes d'astreinte, vous avez les pompiers qui sont sur place, vous avez un foyer qui est en feu, vous avez 1000 personnes qui sont en bas, vous avez des personnes qui sont encore bloquées là-haut. Donc vous devez travailler avec la mairie, avec les associations qui sont présentes également, pour pouvoir sécuriser, aider à sécuriser et commencer aussi à préparer psychologiquement les personnes, les résidents, sur le fait qu'on va les déménager. On va devoir les changer de lieu, évidemment, donc on doit trouver des logements disponibles avec les mairies. Et je pense que c'est ça qui a été, pour moi, le plus important, c'est toute la solidarité. Parce que les gens ont perdu leurs affaires, qui sont partis dans le feu, c'est ça ? Les gens ne peuvent plus non plus remonter. Pour la mise en sécurité du site, on ne peut pas remonter aussi facilement que ça. Donc les personnes ont tendance à vouloir retourner chercher leurs affaires, justement. Mais en fait, il faut s'occuper en priorité du relogement de ces personnes, surtout avec des enfants en bas âge. Et donc, vous imaginez, vous les changez de secteur, vous allez changer d'école. Donc pour eux, il y a un accompagnement social derrière qui est très très important, et vous commencez dès le départ, dès qu'il y a l'incendie, vous commencez déjà à les aider, donc c'est un peu votre rôle également. En termes de nouvelles missions en sécurité, sûreté, qu'est-ce que vous avez pu mettre au point, développer justement au sein de ces foyers sociaux ? Déjà, dans un premier temps, on a essayé de mettre en place des instances de dialogue avec les personnes qui résidaient dans les foyers, en fonction des personnes et des publics qu'on avait dans ces foyers. La problématique de la sécurité n'était pas forcément la même, donc on devait aussi, nous, se mettre à leur disposition pour pouvoir essayer de les aider au mieux dans toutes leurs problématiques. On ne devait pas rajouter des problèmes à ce qu'ils rencontraient déjà. Donc parfois, j'étais confronté également à des lieux de culte qui étaient occupés peut-être par des personnes qui avaient des comportements radicaux. J'étais confronté à de la prostitution, j'étais confronté à pas mal de problématiques de ce type-là. Et donc à chaque fois... de la drogue également, du trafic dans tous les sens du terme. Et donc vous devez également travailler énormément avec les services de police, et ça c'est une aide précieuse, pour pouvoir... ne pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas faire n'importe quoi sur ce domaine-là. Mais c'est vraiment enrichissant, en tout cas, de pouvoir travailler dans ces environnements. Alors, ces échanges, que ce soit avec les familles sur place ou avec les autorités, comment ils se mettent en place ? En fait, on n'est pas trop formés au départ, nous, en tant que responsable sécurité. Les personnes qui travaillent dans le social le sont un peu plus. Donc on les écoute, on regarde un peu ce qu'ils font, et on essaie de ne pas faire d'erreur non plus par rapport à tout ça. Parce qu'au niveau sécurité, on aurait tendance peut-être à aller un peu trop vite. Donc il faut prendre le temps, il faut les écouter de manière très très importante sur tous les problèmes qu'ils rencontrent, et on essaie de faire le relais entre eux et peut-être les personnes de la mairie qui vont aussi nous aider à trouver le bon logement dans le bon secteur, et aussi à les accompagner. Est-ce qu'il y avait des moyens à cette époque-là et au sein de Adoma, ex-Sonacotra, pour développer justement des technologies qui vont dans ce sens en termes de... Alors,
sécuriser aussi les... Oui, on essayait. En fait, on essayait de mettre en place la vidéoprotection. C'était bien compliqué, évidemment. Les sécurisations, on va dire, de toute la partie accès étaient très complexes également. Par contre, on a mis en place de la vidéoprotection pour aider à la prévention des incivilités. Donc on avait fait accepter que les collaborateurs dans les bureaux qui recevaient les résidents soient filmés, alors non pas leur partie de travail, mais la partie accueil soit filmée. C'était accepté par les organisations syndicales. Et dès qu'ils avaient un souci, ils appuyaient sur le bouton. C'était, on va dire, à leur demande. Et ensuite, on avait en fait un appel qui était lancé par le télésurveilleur pour pouvoir intervenir sur ces domaines-là. D'accord. Donc vous aviez des agents de sécurité qui intervenaient. On n'avait pas encore ce qu'on peut mettre aujourd'hui en place, des écrans, par exemple, qui pouvaient diffuser une image. Voilà, ça, c'est des choses qu'on n'avait pas encore à l'époque. D'accord. Et je vois que parmi vos missions, il y avait lutte contre les activités informelles sur occupation. De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est toute la prévention de la suroccupation dans les foyers. Quand vous avez un foyer de 1000 logements, vous pouvez vous retrouver très facilement avec 3000 personnes. Donc, avec une grosse suroccupation. Donc, on devait faire des contrôles d'occupation avec des huissiers, avec les forces de police également. Vous imaginez bien que dans ces foyers, en fonction du climat un peu tendu qu'il pouvait y avoir, on ne pouvait pas intervenir aussi facilement que ça. Donc, il fallait tout cela soit préparé, il fallait aller très très vite. Donc, ce sont des opérations qui se montent en amont? Ah oui, très 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 organisées. D'accord. On cible vraiment les personnes qu'on doit contrôler pour vérifier que c'est bien eux qui résident dans le logement ou qu'il y a 3 ou 4 personnes qui résident dans le logement qui sont, on va dire, en sous-location. Vous, à cette époque, vous allez beaucoup sur le terrain? Énormément. En fait, j'étais d'astreinte quasiment 24 sur 24. C'est peut-être pour ça que je suis resté que 4 ans. D'accord. Voilà, c'était très très intense pour moi. Voilà. Et donc justement, sur ces rencontres ou ces confrontations, ces affrontements, quand vous êtes sur le terrain, parfois peut-être des moments où vous avez eu peur, ou il y a eu quand même des risques... Très tendus. En fait, j'ai dû clairement participer à ces constats, et donc parfois on a dû évacuer les personnes en fait qui sont les directeurs de l'agence ou de l'établissement. On a dû les évacuer avec les forces de l'ordre parce qu'on était clairement devant une population qui n'acceptait pas les contrôles que l'on faisait. D'accord, donc on avait de l'agression, ou plus que de l'agressivité, des agressions... Agression verbale et physique. Ça a été votre cas? Ça a été mon cas pour ma part, mais ça ne m'a pas plus choqué que ça, parce qu'on s'y attend. Mais par contre, c'est vrai que les personnes qui sont plutôt habituées à travailler dans le social, qui sont là aussi pour aider, eux se retrouvaient parfois dans ces conditions. Est-ce que dans ce cas de figure, pour toutes les équipes, vos collaborateurs, il y a une mise en place justement d'une gestion psychologique? Alors c'était le début. Il y a à peu près maintenant, on va dire 10-15 ans, on commençait en fait à avoir les cellules de soutien psychologique. C'était pas aussi automatique qu'aujourd'hui. Donc c'est rentré vraiment dans les mœurs il y a 10 ans. Donc on commençait à mettre en place ces cellules-là avec des entreprises spécialisées, avec des formations qu'on mettait en place également. Donc ça aussi, ça a mis un petit peu de temps aussi à se mettre en place. Et c'est ce sur quoi vous avez également travaillé justement pour la mise au point de ces cellules? On a participé en fait à des appels d'offres avec ces entreprises, et surtout on a travaillé avec ces entreprises-là pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des collaborateurs que nous avions au sein des foyers, mais également, peut-être, parfois, on avait aussi des besoins exprimés par les locataires, par les résidents, suite à un incendie, par exemple. On mettait en place des cellules de soutien psychologique, mais on était quand même très accompagnés dans ces cas-là par la mairie. Est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives qui ont été mises en place? En fait, on participait à l'époque aussi aux contrats locaux de prévention de la délinquance, puisqu'on était comme situé dans des zones plutôt sensibles. Donc, en mairie, on participait avec tous les acteurs de la vie sociale, de l'agglomération, et on essayait de trouver des solutions avec eux, d'apporter nos retours d'expérience. On avait toute cette partie-là également à gérer. Alors après ces 4 années passionnantes mais fatigantes, en 2008, vous passez responsable sécurité des personnes et des biens du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Là, on change d'univers, on change de paradigme et on change de mission. En fait, je pensais rester pas très longtemps en fait, dans le secteur bancaire, puisque ça avait l'air vraiment, comme vous dites, plutôt calme. Et en fait, ça fait plus de 12 ans maintenant que je suis sur ce poste-là, très enrichissant, puisqu'en fait, j'ai été amené à être un peu moins opérationnel, mais plutôt à animer en fait des acteurs de la sécurité, des responsables sécurité qui ont leur autonomie au niveau régional. C'est-à-dire, si on peut définir les quelques métiers justement. En fait, c'est la particularité un peu d'un groupe mutualiste. Vous avez donc une direction sécurité avec 4 personnes qui sont dans mon équipe.
on travaille sur l'élaboration d'une politique globale de sécurité, de référencement des équipements. On étudie également tous les modes opératoires, des fraudeurs, des malfaiteurs. On échange énormément aussi en interbancaire avec nos collègues. Oui, parce que ça, pour tout le groupe BPCE, c'est combien d'établissements Alors, il y a à peu près, on va dire, 35 établissements sur le groupe BPCE. Vous avez donc 35 responsables sécurité, mais aussi avec leurs équipes. Donc là, c'est toute une animation de filière que l'on fait avec eux. Et on rédige ensemble la politique, puisque ce sont des règles qui vont être opposables aux établissements. Quand vous dites 35 établissements, c'est quoi? C'est 35 agences? Non, c'est 35 établissements, il y a à peu près 7000 agences bancaires. C'est ça que je voulais savoir. Oui, ça, je me disais 35 agences, j'en vois partout. Donc... Oui, vous avez des agences bancaires, vous avez des bâtiments administratifs, voilà. D'accord. Et alors, vous pensiez que ça serait finalement assez calme, et en fait, pas du tout. C'est ça aussi qui est intéressant. Beaucoup d'expériences marquantes, avec, j'imagine, le milieu bancaire. On a au niveau des agences, justement, probablement beaucoup d'incivilité, d'agression verbale, voire physique, mais également, les banques, on pense tous au braquage, aux attaques sur les distributeurs de billets. Justement, sur quoi vous avez travaillé? En fait, tous les incidents que vous avez cités, évidemment, on a été confronté à cette partie-là. Aujourd'hui, on va dire la grande majorité, c'est vraiment la prévention des incivilités. Nous, on essaye d'intégrer, dans le cadre de notre politique, toute une prévention, toute une démarche de prévention pour aider les collaborateurs dans la gestion de ces incivilités. Et au niveau on va dire, des incidents un peu plus physiques, on va dire, les attaques sur les distributeurs de billets ou les attaques en agence bancaire. Donc là, on étudie, on échange beaucoup en interbancaire et également encore avec les offices centraux de police judiciaire qui suivent également tous ces nouveaux modes opératoires, et on fait des retours d'expérience entre nous pour voir un petit peu ce qui nous manque au niveau de nos agences bancaires, comment on peut renforcer la sécurité encore et encore pour pouvoir, on va dire, contrer l'envie des malfaiteurs de nous attaquer. Est-ce qu'il y a un braquage qui vous a marqué? Je ne sais pas si vous pouvez en parler. Mais... Je ne peux pas trop en parler, puisqu'on doit rester quand même assez... C'est pas un braquage. C'est en fait, on considère justement qu'on n'a plus forcément de vol à main armée dans les agences bancaires. Parce qu'il y a moins de cash. Il y a moins de cash, on va dire accessible, ils sont protégés, entre guillemets, dans des locaux spécialisés, dans des locaux sécurisés. Mais on a quand même eu des cas. Et donc, ce qui est toujours impressionnant, c'est la réaction des collaborateurs qui sont vraiment face à ces braquages. On est toujours stupéfait de manière positive sur leur manière de réagir au niveau de ces braquages. Donc c'est important pour nous également de continuer à sensibiliser les collaborateurs et de les former. Oui, c'est ça, c'est plus que sensibiliser, c'est les former. Et ça se passe comment justement ces formations à gérer, alors pas forcément des braquages parce qu'il y en a de moins en moins, mais des incivilités qui, on le sait, sont de plus en plus fréquentes, surtout depuis l'arrivée de la Covid, avec des gens qui sont un petit peu énervés. On est dans un climat un peu tendu, ça c'est sûr. Donc on essaye en fait de privilégier toujours des formations en présentiel, ça c'est important, avec des entreprises spécialisées, mais également des formations en e-learning, à distance, puisque justement la situation du Covid ne nous a pas forcément aidés. Et donc on essaye aussi de poursuivre nos formations à distance via des e-learning sur tous les supports que vous pouvez imaginer. D'accord. Vous avez développé également une expertise en gestion de crise. Oui, tout à fait. Alors ça, on participe en fait à la cellule de crise en tant que responsable sécurité, qui est, on va dire, pilotée par la continuité d'activité également chez nous. Mais on est vraiment un des acteurs de toute cette gestion de crise. Et on va dire que le Covid nous a également aidé à mettre en place toute une série d'actions correctrices pour essayer d'appréhender au mieux toutes ces problématiques. Dans le groupe BPCE, vous êtes en lien avec qui directement au-dessus de vous? Nous, on est rattaché, en fait, on a la chance dans le groupe BPCE d'avoir une direction de sécurité groupe qui regroupe la partie sécurité des personnes et des biens, la continuité d'activité, la sécurité informatique et le cyber, par exemple. Donc, pour nous, c'est très très important parce que ça nous permet d'échanger très rapidement et nous sommes directement rattachés au secrétariat général. Donc, vous avez au-dessus de vous un directeur sécurité générale. Tout à fait. Et qui, lui, fait partie du COMEX? Oui, tout à fait, qui fait partie du COMEX. C'est pas toujours le cas, hein. Non, mais qui, en tout cas, peut réagir très rapidement ou faire réagir très rapidement les différentes personnes pour pouvoir prendre des décisions. Vous parliez de cyber à l'instant, où vous avez une approche cyber justement qui est très importante vu l'ensemble des équipements connectés à l'informatique. C'est le cas? Oui, en fait, tous nos équipements de sécurité aujourd'hui sont connectés à l'informatique. On est très sensibilisé à la partie cyber. Donc, on participe également à l'ensemble de la prévention des attaques cyber, que ce soit des exercices de type phishing, mais également pour nous des audits de sécurité du SI, de tous nos équipements et également de tous nos prestataires qui travaillent au niveau de la sécurité. D'accord. Et en termes d'autres nouvelles technologies dans l'univers bancaire, est-ce que depuis que vous y êtes, donc 2008 maintenant,
vous avez pu développer, mettre en place de nouvelles technologies qui sont arrivées entre-temps? En fait, moi je crois beaucoup en fait, aux changements qui vont opérer au niveau par exemple du gardiennage. Il y aura toujours l'humain qui va être important, mais le cyber-gardiennage, je pense, va prendre une partie très importante. Donc avec l'ensemble des vidéoprotections qu'on a mis en place, qu'on a installées, avec toutes les technologies qui vont arriver dans les années futures, je pense qu'on pourra vraiment développer également cette partie-là qui va nous permettre de pouvoir avoir une bonne prévention de la sécurité de nos locaux. En termes de, on en parlait il y a quelques instants également, ces agressions verbales souvent dans les agences. Est-ce que la détection sonore, c'est aussi un filon qui vous intéresse? On y a travaillé. On n'a pas eu forcément des tests, on va dire, très positifs. D'accord. Donc ça, je pense qu'on peut retravailler sur ces parties-là, mais il faudra, je pense, attendre que les produits soient un peu plus innovants. D'accord, donc vous restez quand même à l'écoute de ce qui se fait. On est bien à l'écoute. Voilà. Mais je pense que le télésurveilleur est aussi un acteur très important dans tout ce système-là. Et c'est lui qui va réagir également pour nous aider. Là, dès qu'il y a une incivilité qui est détectée ou qui est déclenchée, qui va pouvoir réagir pour faire intervenir les forces de l'ordre. Est-ce que la Covid a impacté justement sur vos missions de responsable sécurité des personnes et des biens? Est-ce que ça fait évoluer votre métier? Une cellule de crise qui est ouverte depuis maintenant le début de la Covid nous permet vraiment de nous remettre en question au niveau de la sécurité. Et je pense, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des acteurs qui sont intégrés dans ces cellules-là. Il y a vraiment un gros retour d'expérience sur cette partie-là. Et donc, ça, c'est un plus par rapport à avant? Oui, je pense que c'est beau. En tout cas, ça a accéléré la mise en place et surtout les échanges. D'accord. Malgré le fait justement qu'on n'était plus vraiment en présentiel. Donc on avait beaucoup d'échanges également, on a poursuivi nos échanges sur des plateformes pour pouvoir réagir le plus tôt. Est-ce que vous pensez que votre métier va continuer d'évoluer comme ça dans un futur proche? Je pense qu'il y aura des évolutions qui vont se faire dans le domaine de la télésurveillance, très importantes, dans le gardiennage également, dans la partie équipement. Ça, sans nul doute. Donc notre fonction à nous va évoluer. On doit être très sensibilisé, vous l'avez dit, au cyber. Ça c'est très très important, puisque l'ensemble de nos équipements, ils sont connectés. D'accord. Alors vous avez été très sportif, vous avez fait du football, du tennis, du rugby. Est-ce que l'univers de la sécurité s'apparente à l'un de ces sports? C'est plutôt esprit foot, tennis ou rugby? C'était plutôt collectif. Pour ma part, je prendrais plutôt l'exemple du rugby, parce que l'avantage du rugby, c'est que chaque personne, en fait, à l'intérieur d'une équipe peut être gros, peut être petit, peut être tout sec, mais chacun a son rôle. Et vous défendez chacun, entre guillemets, votre terrain. Et le but, c'est d'y aller ensemble, vers le terrain d'en face. Donc je trouve qu'on est vraiment sur ce domaine-là, du collectif. D'accord. Alors, 2 questions pour terminer. Vous faites encore peut-être beaucoup de scoutisme. Est-ce que c'est aussi une des choses qui fait que... Alors j'ai dû arrêter, mais en tout cas c'était important dans ma vie. J'ai fait 10 ans de scout de France. Donc, ça aussi, ça vous a donné quelques bases pour le métier que vous... Énormément de bases. Ça m'a aidé au niveau de la sociabilité, au niveau de la découverte, au niveau des échanges, de découvrir plein de choses, des univers différents. Donc recevoir et obéir aux ordres aussi, quelque part. Alors aussi, voilà, c'était, on va dire, on suit une certaine directive. Donc c'était vraiment intéressant pour nous, en tout cas les scouts, et ça nous a toujours aidé, et ça nous aide toujours aujourd'hui. Quel était votre totem scout? Alors moi, on n'avait pas vraiment de totem. Nous, au niveau des scouts de France, on n'avait pas vraiment de totem, donc j'avais pas forcément de totem. Moi, c'était écureuil qui déblatère. Vous comprenez pourquoi. Alors, c'est ma traditionnelle question de fin, mais j'ai un peu la réponse. On a préparé, bien évidemment, cette émission. Qu'est-ce qui vous fait encore courir aujourd'hui, François-Xavier Raffen? Déjà, dans les secteurs d'activité, il y a encore plein de secteurs d'activité dans la sécurité à découvrir. Ça, c'est primordial. Et ce qui me fait encore courir, pour ma part, c'est vraiment les retours d'expérience de chaque personne que je vais rencontrer. Donc discuter avec lui de tout ce qu'il a vécu, des problématiques qu'il a rencontrées, comment il s'est relevé par rapport à ces problématiques-là, et toutes les actions positives qu'il a pu mettre en place. Pour moi, c'est essentiel. Et je tiens à signaler que pour décompresser de la semaine, vous êtes dans l'univers de la musique, puisque vous êtes auteur-compositeur. Voilà, c'est une partie un peu pour moi de découvrir un autre monde. Et donc j'essaie d'écrire des chansons pour des artistes connus ou pas connus. La période du Covid m'a un petit peu ralenti. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est une facette de moi que je garde un peu en secret. Mais ça me permet de pouvoir toujours faire un art, réaliser un art, mais tout en étant un peu caché. On peut citer un ou plusieurs artistes ou c'est secret? Je préfère que ça reste secret.
pour le coup. Ça reste secret. Très bien. Merci beaucoup François-Xavier Raphaël. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau d'Agnew Sécurité. Merci beaucoup à la Dream Team Agora, à la réalisation, à la production, Benjamin, Soline, Virginie, Léa et Camille. À très vite pour un autre parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Procedo a été heureux de vous présenter Parcours.